Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire à la découverte de l'économie sobre en carbone. Alors, les participants arrivent peu à peu. Simplement pour vous indiquer que pendant ce webinaire, toutes les caméras ont été désactivées. Alors, c'est pour nous permettre de sauver un peu de bande passante, réduire l'empreinte environnementale de notre échange. Aujourd'hui, c'est un webinaire où il y a de l'interactivité. Donc, on vous invite à être vraiment à l'écoute. Vous allez pouvoir contribuer en répondant à des sondages au fur et à mesure. Je vous invite à vous familiariser avec les fonctions au bas de l'écran. Donc, vous avez le question-réponse pour communiquer avec nous à travers le clavardage. D'ailleurs, à nos côtés, il y a aussi Élise qui va s'occuper du côté technique. Donc, si vous avez un enjeu technique, n'hésitez pas à communiquer avec elle via le clavardage. Vous pouvez aussi communiquer avec nous à travers les outils comme lever la main, par exemple. Donc, ce webinaire est enregistré. Nous tenons à vous en aviser. Et il y aura à la fin du webinaire une occasion pour poser des questions. Et on tient à remercier toutes les personnes qui ont complété leur formulaire d'inscription en indiquant des exemples d'entreprises coup de cœur en développement durable. Donc, ça nous a permis d'ajouter des exemples dans ce webinaire. C'est très, très apprécié. Donc, sur ce, sans plus tarder, nous allons débuter. Alors, je suis Anne-Josée Lacaire, directrice générale de Québec Net Positif. Je vais animer ce webinaire en compagnie de Pascal Geneviève de CCG. Sur ce, je lui cède la parole. Pascal? Merci Anne-Josée, ravi d'animer ce webinaire avec toi. CCG, en quelques mots, qui sommes-nous? Eh bien, nous avons pour mission d'être des acteurs de changement pour mettre en place des actions à impact positif et créer des communautés résilientes au changement climatique. Nos expertises couvrent à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et également l'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et puis, on est des initiateurs de projets qui visent à concrètement mettre en place des mesures qui accélèrent la transition. Et puis, on donne également de la formation sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup, Pascal. Un plaisir aussi d'être à tes côtés. De notre côté, Québec Net Positif, nous sommes un organisme à but non lucratif. Notre raison d'être est vraiment d'accélérer la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone. Et notre mission est d'aider à sensibiliser, mobiliser et surtout outiller les entreprises pour la transition. Nous sommes un laboratoire d'idées, donc un think tank. Le webinaire aujourd'hui est présenté grâce à la collaboration de notre partenaire Desjardins, grâce à du financement du gouvernement du Canada et à nos collaborateurs, la BDC, Investissement Québec, Finance Montréal, Groupé Mauricie-Rive-Sud, PME Montréal Est de l'île, l'équipe de pivot de l'Université McGill ainsi que CDP et l'ADEME. Donc, PME sobre en carbone, qu'est-ce que c'est? Nous avons pour cette année 10 webinaires et ateliers organisés, 3 tables rondes qui s'en viennent au cours de l'hiver, ainsi qu'un rendez-vous, un pas de plus vers la transition le 9 février prochain. Et vraiment, notre objectif, c'est d'aider les PME à être prêtes pour un avenir sobre en carbone, à les outiller pour prospérer dans un monde en transition, puis aussi pour mettre en œuvre des actions climatiques rentables et durables. Et pourquoi les PME? Bien, principalement parce que les PME constituent une grande portion de l'économie québécoise. En fait, il y a plus de presque 2 millions d'emplois en petites entreprises de moins de 100 employés au Québec. Et on croit que c'est très important que tous puissent être prêts pour la transition. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Pascal pour notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'une économie sobre en carbone? Merci Anne-Josée. Alors effectivement, commençons par essayer de se donner quelques éléments pour pouvoir savoir de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Eh bien, quand on parle d'une économie sobre en carbone, on fait référence bien évidemment à la pollution au gaz à effet de serre qui a été considérablement réduite et réduite sur le long terme. On parle également d'un climat, donc des conditions climatiques qui sont stabilisées. On a une dérive en ce moment du climat, puis on veut stabiliser ce climat. On parle d'entreprises durables et pérennes, des entreprises qui trouvent leur place dans ces nouvelles conditions et qui permettent à l'économie de continuer à prospérer tout en étant résiliente aux nouvelles conditions climatiques.
Alors, pour l'interactivité dont tu as parlé, Anne-Josée, on va commencer tout de suite. Et je vous demande de mettre dans la boîte de clavardage, dans le chat, quels sont les indices que vous avez notés qui démontrent que la transition vers une économie sobre en carbone est déjà en cours. Et donc, je vous invite à mettre les observations que vous avez pu faire qui montrent que oui, il y a déjà bien cette transition qui a commencé et que vous l'avez observée. Alors, j'attends vos contributions. Véronique nous mentionne plus de voitures électriques sur les routes. Je conclure, effectivement, on voit de plus en plus de voitures électriques sur nos routes. Et donc, avec l'électricité bas carbone du Québec, eh bien, ça amène des réductions significatives d'émissions de gaz à effet de serre. Prise de conscience dans le discours public, effectivement, on voit de plus en plus d'annonces de la classe politique, mais aussi de grands dirigeants d'entreprises qui se positionnent, donc de leaders dans le domaine économique sur ces sujets-là. Merci Félix. D'autres éléments? Initiatives gouvernementales qui soutiennent la transition, effectivement, nous dit Antoine, il y a des incitatifs financiers, par exemple des programmes mis en place, financement d'entreprises d'impact, nous dit Thibault, tout à fait, et le financement pour des entreprises qui vont de l'avant avec de l'impact. Geneviève nous mentionne plus de projets des entreprises pour améliorer l'efficacité énergétique et en même temps la réduction de coûts. Effectivement, les entreprises voient le double bénéfice de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de baisser leurs coûts. Réflexion sur l'efficacité énergétique des bâtiments, le recyclage, effectivement, l'environnement au cœur des élections. On voit que ce sujet-là prend de plus en plus de place. Les techniques de production d'énergie prennent de l'ampleur, solaire, éolien, effectivement. Donc, vous êtes plusieurs à noter ces éléments-là que l'on retrouve en fait, et je crois qu'on en a couvert plusieurs, énergie et gestion des matières résiduelles. Vous l'avez parlé à travers le recyclage. Le transport, ça a été le premier élément que vous avez mentionné. Il y a aussi du point de vue de l'alimentation, voir comment à travers, par exemple, la gestion, l'achat local ou le compostage, on réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Les villes et les bâtiments, vous avez parlé d'efficacité énergétique. L'aménagement du territoire aussi, le fait de voir à se rapprocher de notre lieu de travail et éviter l'étalement urbain, par exemple. L'approvisionnement et la consommation responsable, autant de signaux qui nous montrent qu'on a commencé à mettre en place cette économie sobre en carbone. Un exemple concret ou plusieurs exemples en fait qui sont des coups de cœur qui ont été mentionnés par des participants lorsqu'ils ont rempli leur formulaire en s'inscrivant. Dans le domaine du transport, par exemple, des entreprises comme Lyon Électrique, un fleuron ici au Québec qui va permettre l'électrification de véhicules lourds et qui fait partie de tout un écosystème d'entreprises québécoises qui permettent justement cette électrification des transports, mais également dans le domaine de l'industrie avec Elysis qui vise à produire de l'aluminium bas carbone. Donc on voit il y a vraiment des leaders environnementaux ici au Québec qui amorcent cette transition. Un autre exemple très concret, c'est l'entreprise Recycle Lithium qui vise à atteindre 95% de recyclage des batteries, donc les batteries dont on a tant besoin pour l'électrification et qui reçoit donc du financement. Vous parliez de financement public, eh bien, cette entreprise reçoit de l'aide pour pouvoir mettre en place cette usine de recyclage de batteries ici au Québec parce qu'effectivement, on a besoin de batteries pour électrifier les transports. Un autre exemple, sur les territoires, la ville de Montréal qui met en place un plan qui vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, qui prend en compte à la fois donc, la réduction des émissions du territoire de la ville de Montréal, mais bien évidemment aussi l'adaptation dans une démarche inclusive qui prend en compte l'avis, les opinions, les aspirations des parties prenantes de son territoire. Donc, en complément aux instances régionales, aux instances gouvernementales qui prennent des engagements vers la carboneutralité, les entreprises, elles aussi, prennent des engagements vers la carboneutralité. On a retrouvé dans vos coups de cœur, par exemple, le groupe Aldo, une entreprise qui est engagée à être carboneutre. On a aussi retrouvé le réseau des pharmacies carboneutres qui se trouve un peu partout sur le territoire du Québec.
Ce qui est intéressant avec ces deux exemples-là parmi vos coups de cœur, c'est que ce sont des entreprises qui non seulement mesurent leur empreinte carbone, mais se sont donné des cibles de réduction des émissions. Donc, on sait que la carboneutralité peut être atteinte par l'achat de compensation, donc de crédit carbone. C'est des choses qu'on parle dans nos prochains ateliers, si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas qu'une entreprise continue d'opérer comme à l'habitude, puis achète des crédits carbone pour compenser. Ce qu'on recherche, c'est des entreprises, comme on le voit ici avec Aldo et les pharmacies carboneutres, qui s'engagent à réduire leurs émissions à la source et à compenser les émissions là, qui posent des défis de réduction à court terme, tout en visant à long terme de se retrouver avec une empreinte minimale d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre. Un bon exemple d'entreprise québécoise parmi vos coups de cœur, GHG Stat. Là, on est plus dans les technologies propres. Donc, c'est une entreprise qui déploie des satellites tout autour de la Terre et il mesure les émissions de méthane partout sur la planète. Le méthane est un gaz à effet de serre qui crée beaucoup d'impact sur l'environnement et en mesurant les fuites, ça permet d'aller identifier les sources, travailler avec les entreprises qui causent ces fuites-là pour les réduire à la source. Donc, on a aussi une entreprise québécoise qui contribue à réduire les gaz à effet de serre partout sur la planète. C'est ce qu'on aime bien. Nous, on l'appelle l'effet net positif. Donc, quand une entreprise du Québec réduit les gaz à effet de serre, que ce soit chez nous, dans les limites géographiques du Québec ou n'importe où ailleurs, on est content parce que les changements climatiques, eux, ils n'en ont pas de frontières. Donc, toute réduction à laquelle une entreprise contribue, c'est positif et quelque chose à célébrer. Donc, le travail qui se fait au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, ça fait partie des objectifs de développement durable des Nations unies. Nous, chez Québec Net Positif, nous faisons partie de la coalition Accélérer 2030 pour le Québec. Et quand on travaille sur ces enjeux-là, on travaille particulièrement sur la lutte contre les changements climatiques. Mais en faisant ce travail-là, on a aussi une incidence en tant qu'entreprise sur plusieurs autres objectifs de développement durable des Nations unies. Pascal, je vais te demander si tu veux peut-être avancer. Merci beaucoup. Puis peut-être faire quelques clics. Donc, à partir de notre effort sur les changements climatiques qui font partie vraiment de la base de ce qui doit être fait, on a une incidence sur tous les autres éléments économiques en tant qu'entreprise. Donc, on a une incidence sur le travail décent, on augmente notre résilience, on s'adapte vis-à-vis des changements climatiques, mais aussi on saisit des occasions d'affaires qui permettent de contribuer à une consommation plus responsable, à une production plus responsable. Je voyais tout à l'heure dans le chat, c'était, bon, un des participants indiquait que l'optimisation de la production fait partie de la transition vers une économie sobre en carbone. Tout à fait. L'innovation durable, également la réduction des inégalités. Merci Anne-Josée. Alors, on vient maintenant avec une question pour vous vis-à-vis des motivations. D'après vous, quelles sont les motivations des entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Et puis, je vais demander à Élise de démarrer le sondage. Merci, Élise. Donc là, vous voyez plusieurs propositions de réponses. Puis on vous invite à choisir là ou les propositions qui, d'après vous, sont les modifications, les motivations premières des entreprises quand elles souhaitent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On a évoqué quelques-unes d'entre elles. Donc, on parle de renforcer la réputation de notre entreprise, reconnaître la science qui démontre que la réduction des GES est une urgence, arrimer les opérations de l'entreprise à nos valeurs personnelles, faire notre part pour contribuer à réduire les risques d'événements climatiques extrêmes, stimuler le sentiment de fierté et d'appartenance de nos employés, répondre aux attentes et fidéliser notre clientèle, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire nos coûts d'opération, saisir de nouvelles occasions d'affaires, renforcer la résilience de notre entreprise ou réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Alors, je propose qu'on mette fin au sondage et qu'on voit les résultats. Alors, nous avons en tout premier, renforcer la réputation de notre entreprise.
qui ressort comme la première raison. Donc, il s'agit là de l'image externe, l'image portée par l'entreprise, autant au niveau de ses clients que ses parties prenantes. Et si je regarde la deuxième raison qui viendrait derrière, eh bien, il y aurait améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire nos coûts d'opération. Donc là, on est plus à l'interne et on voit que c'est un co-bénéfice de démarrer une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été mentionné par Youssif dans le chat. Ce Alors, qu'on voit, Pascal, si je peux me permettre vas-y. là-dessus, c'est qu'on voit très bien qu'il y a plusieurs raisons et plusieurs motivations pour les entreprises de réduire les gaz à effet de serre. La liste qu'on a proposée ici est inspirée de feedback qu'on a reçu au fur et à mesure de nos interactions avec des PME et on voit bien qu'on retrouve à travers le groupe ici aujourd'hui un peu toutes les mêmes raisons qu'on a pu déceler dans l'ensemble de la communauté d'affaires. Tout à fait, merci Anne-Josée. C'est une pluralité de raisons, puis il se trouve que certaines entreprises vont se retrouver plus dans certaines et d'autres dans d'autres types de motivations. Mais on voit la diversité en fait des raisons pour lesquelles on peut décider de mettre en place une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, merci beaucoup pour vos contributions. Donc, un petit passage sur les événements climatiques extrêmes, parce qu'on est déjà malheureusement touché par les conséquences des changements climatiques et on trouve important de le mentionner. Une des conséquences qui affectent le Québec, ce sont les inondations. Alors, on a déjà eu des inondations par le passé, ce n'est pas un phénomène nouveau. Malgré tout, eh bien, ils prennent une ampleur particulière ces dernières années. On se rappelle des inondations du printemps 2017 où il y avait eu vraiment un nombre incroyable de municipalités. On parlait de près de 300 municipalités touchées. On avait évacué plus de 4000 personnes de leur domicile. Donc, on avait vraiment assisté à des inondations majeures dans le sud du Québec pour en fait se retrouver 2 années après, au printemps 2019, dans une situation qui allait encore à un niveau supérieur, où on a battu des records en termes d'intensité de précipitation combinée avec le couvert de neige qui a amené à des inondations au record, encore une fois, dans le sud du Québec et qui nous ont touchés particulièrement. Donc, les changements climatiques, du moins à court terme, vont exacerber les risques d'inondation et comme celles qu'on a pu connaître récemment. Paradoxalement, on vit également des vagues de chaleur très intenses. Donc, cette année, on a brisé plusieurs records de température. On avait connu en 2020 une canicule marquante. Et donc, ces phénomènes ont déjà des conséquences, autant sur la santé des personnes que sur l'agriculture, par exemple, où on a observé dans certaines régions, comme par exemple en Gaspésie, la difficulté à se procurer du foin pour les agriculteurs et pour l'élevage notamment. Donc, on vit déjà des conséquences des changements climatiques. Que nous disent les projections? Donc, quand on regarde vers l'avenir, eh bien, on s'attend à voir une augmentation, par exemple, du nombre annuel le jour où il va faire plus de 30 degrés. Quand on prend un des scénarios qui est modélisé par les scientifiques, un scénario où les émissions restent à un niveau élevé, où on ne fait pas les efforts nécessaires pour les réduire, eh bien, on pourrait aller jusqu'à une trentaine de jours supplémentaires où il fera plus de 30 degrés dans la région de Montréal, dans le sud du Québec. Donc, c'est vraiment significatif avec des conséquences sur la santé des personnes, sur les écosystèmes, sur les activités économiques également. Alors, un petit mot sur pourquoi, en fait, ces gaz à effet de serre, cette pollution, eh bien, entraînent ces changements climatiques. Eh bien, il faut imaginer que l'atmosphère, en quelque sorte, c'est comme une couverture qu'on a autour de la Terre qui va retenir une partie des rayons du Soleil qui sont réfléchis par la surface de la Terre. Et le fait de rajouter des gaz à effet de serre, eh bien, c'est comme si on rajoutait une couverture supplémentaire. Eh bien, donc, on augmente la température moyenne de l'atmosphère et donc des régions dans lesquelles on vit. Donc, je prends cette image un peu simple, mais qui illustre très bien la dynamique. Ces gaz à effet de serre augmentent la température moyenne et amènent toutes ces conséquences. Alors, quelques chiffres, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on est de l'ordre de 50 milliards de tonnes
en équivalent CO2 dans le monde, il y a une grosse partie de ces émissions qui sont du dioxyde de carbone, qui viennent donc principalement de la combustion des énergies fossiles, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon, qu'on utilise pour se chauffer dans nos transports. Et il y en a une partie qui vient également de la déforestation, qui est émise donc par la végétation. Et il y a également du méthane qui vient plus de l'agriculture et de l'exploitation des bovins également. Et puis, il y a d'autres types de gaz qui contribuent à ce réchauffement global. Et il faut voir que c'est l'ensemble de nos activités qui, quelque part, contribuent à l'émission de ces gaz à effet de serre. Alors, quand on regarde ce que les scientifiques nous disent, eh bien, ils nous disent que si on ne change pas le niveau de ces émissions de gaz à effet de serre, on va vers une augmentation de la température moyenne de l'ordre de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, la première image vous montre qu'on va vers des impacts, donc des conséquences de plus en plus sévères. L'idée de réduire, donc de faire des efforts de réduction de nos émissions, c'est pour réduire les impacts auxquels on va être amené. Donc, les pays mettent en place des mesures et s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et quand on compile tous les engagements, eh bien, on voit qu'on va vers une augmentation de l'ordre de 3 degrés. Il est donc nécessaire de faire plus d'efforts pour pouvoir ramener cette augmentation à un niveau de 2 degrés, ce qui est en fait l'accord de Paris qui a été signé par l'ensemble des pays. Donc, il est nécessaire de faire des efforts supplémentaires pour limiter les impacts. Une autre façon de voir cet effort, c'est en fait qu'on a en quelque sorte un budget carbone mondial à ne pas dépasser. Donc, les courbes que vous voyez ici montrent en fait différents scénarios, les courbes en couleur, et chacun des scénarios correspond à des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Et si on veut rester en deçà de 2 degrés, voire de 1,5 degrés, eh bien, ça nous donne une quantité maximum de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère. Sachant qu'on en a déjà émis une certaine quantité, il nous reste un budget carbone à ne pas dépasser pour pouvoir respecter l'accord de Paris et donc éviter un réchauffement incontrôlable. Merci beaucoup, Pascal. Ces informations sur la situation actuelle par rapport au climat sont vraiment importantes dans le contexte où on se retrouve en ce moment vis-à-vis d'une relance économique post-pandémie. La pandémie de COVID a créé, on l'a tous vécu, d'importants enjeux au niveau des entreprises, des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, des bris de chaînes d'approvisionnement vers l'Asie. On tente de se réapprovisionner autrement et en ce moment, on essaie de faire une relance post-pandémie, où on a des gens qui disent, mais on veut revenir comme avant, et d'autres personnes qui disent, mais ce ne sera pas possible avec le plus récent rapport du GIEC, comme Pascal vient de le mentionner. On réalise de plus en plus qu'en dépassant constamment les limites planétaires, ce sera insoutenable. Donc, on voulait vous poser la question suivante. J'ai demandé à Élise de placer la question. De votre côté, ici au Québec, parmi nos entreprises ou si vous êtes consultant dans ce que vous pouvez voir autour de vous, à quel point la pandémie a-t-elle eu un impact sur votre engagement à intégrer les enjeux environnementaux dans votre stratégie d'affaires? Donc, il y a des entreprises qui nous disent qu'il y a eu un arrêt complet des activités dites vertes pour pouvoir se recentrer vers l'essentiel, donc garder l'entreprise en vie, trouver le personnel. Certaines, un ralentissement très important. Pour d'autres, c'était un ralentissement plutôt mineur ou parfois même aucun impact. On a aussi rencontré des entreprises qui nous disent que pour elles, il y a eu une accélération importante parce que la pandémie a créé une prise de conscience et une occasion de prendre du recul puis de pouvoir faire les choses autrement. Donc, on va laisser le sondage ouvert quelques secondes encore. Je vais laisser Élise peut-être fermer le sondage quand on aura suffisamment de répondants. De mon côté, je ne vois pas les résultats du sondage. Pascal, est-ce que tu les vois? Ah, les voici. Accélération de notre côté. Donc, les participants aujourd'hui
C'est sûr que c'est peut-être pas surprenant, étant donné que vous êtes ici parce que vous êtes curieux vis-à-vis de l'économie sobre en carbone, de voir, de constater que vous avez une accélération mineure, parfois importante. Bon, pour certains, ça reste difficile à évaluer, mais ça regarde dans la bonne direction, à tout le moins que personne n'a eu un arrêt complet des activités dites vertes. Donc, très, très bonne nouvelle. En fait, on remarque qu'il y a beaucoup de parties prenantes importantes pour les entreprises où il y a eu des changements de comportement ou des changements d'affirmation au niveau de certaines valeurs. Au niveau des consommateurs, on voit une tendance de plus en plus forte pour l'achat local, l'achat responsable. On a eu l'exemple ici du panier bleu qui a émergé pendant la pandémie. Au niveau de la communauté d'affaires, on a eu des plans post-pandémie, par exemple, après COVID-19, qui avait été créé par les chambres de commerce, là, juste après le premier confinement, qui parlait déjà de l'importance de changer les paradigmes au niveau des entreprises et d'intégrer les enjeux de développement durable et les enjeux d'action climatique dans les stratégies d'affaires des entreprises québécoises. On est très chanceux parce qu'ici au Québec, on est une des seules juridictions au monde entier qui fabrique son électricité qui est déjà presque 100% renouvelable. En fait, quand on le regarde, si on compare au niveau des émissions de gaz à effet de serre sur un cycle de vie, l'électricité québécoise, elle est moins émettrice de gaz à effet de serre que même la Norvège ou la Suède, qu'on donne souvent en exemple. Donc, notre hydroélectricité, entre autres, peut être un des atouts sur lesquels on capitalise pour développer un avantage compétitif dans l'économie sobre en carbone. On le voit ici quand on compare l'aluminium québécoise à l'aluminium fabriqué en Russie, en Chine ou au Moyen-Orient, par exemple. C'est un aluminium qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre et qui attire l'attention des grands producteurs. On a vu tout à l'heure, parmi les coups de cœur, il y avait Elysis, qui est un aluminium québécois d'avenir qui va émettre probablement 0 émission carbone, acheté par la compagnie Apple, par exemple, qui est partenaire du projet. Les centres de données, la même chose. On a eu une annonce un petit peu plus tôt cette année de Google qui va installer un nouveau centre de données dans l'ouest de la ville de Montréal, en fait, un petit peu en banlieue vers Beauharnois-Valleyfield. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'électricité et c'est un avantage compétitif d'installer des centres de données ici au Québec. Mais cet avantage-là est à la disposition de toutes les entreprises québécoises. Que vous soyez un petit atelier de menuiserie, n'importe où, si vous avez un procédé électrifié, probablement que ce que vous êtes en train de fabriquer est plus vert que vos compétiteurs dans le monde. Donc, c'est vraiment un atout et un attrait à mettre en valeur dans votre mise en marché, autant sur les marchés locaux que nationaux ou même internationaux si vous faites de l'exportation. Un très bon exemple d'émergence de l'économie sobre en carbone, on a vu très récemment une annonce entre Énergir et Hydro-Québec. C'est quelque chose qu'on voit dans les changements de transition tels qu'on vit en ce moment. On commence à déceler des indices de coopétition. C'est la coopération entre compétiteurs. Donc, dans ce cas-ci, au niveau de l'énergie au Québec, deux grands fournisseurs d'énergie qui s'unissent pour mettre en place des programmes qui vont permettre une diminution de plus de 70% de la consommation de gaz naturel de leurs clients. Donc, pour le bien de tous sur une base collective, grâce à des initiatives comme celle-là, on va réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province. Un autre bon exemple, la mobilisation des employés. L'accès au talent présente tout un défi, mais déjà avant la pandémie, il y avait de grandes initiatives comme La Planète s'invite au travail qui avait regroupé plus de 1,2 million de travailleurs au Québec. On voit déjà en Europe pointer à l'horizon les prochaines générations. Ici, au Québec, on voit tous les gros regroupements d'étudiants dans nos universités. Donc, en Europe, les étudiants ont signé un manifeste dans lequel ils se sont engagés à ne pas travailler pour une compagnie polluante. Et ici, au Québec, ce qu'on réalise, c'est que nos universités qui forment nos gestionnaires de domaine dans tous les secteurs, que ce soit en ressources humaines, en production ou en finance, vont former des gens qui sont aussi avec des connaissances en développement durable. Donc, une bonne façon pour une PME d'aller combler le manque de connaissances sur le sujet, qui est souvent un frein à la transition qui est mentionné, c'est d'aller recruter des jeunes qui sont formés non seulement dans leur spécialité de gestionnaire, mais aussi en développement durable.
Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi réduire ses émissions de gaz à effet de serre, nous aurons un atelier interactif de 2 heures le 6 octobre prochain, de 10 heures à midi. Donc, on vous y invite. Tous les liens pour s'inscrire sont sur le site web de pmesobrencarbone.ca. Pourquoi réduire ses émissions? C'est important, mais la question qui suit, c'est comment réduire ses émissions et c'est ce que Pascal va nous parler dans les prochaines minutes. Merci Anne-Josée. Donc, ça va être un survol en fait de certains leviers qu'on a pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On rentrera dans beaucoup plus de détails lors de nos ateliers interactifs, comme Anne-Josée l'a mentionné. Donc déjà, en regardant un peu plus précisément quels sont les secteurs qui sont à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, on a ici un découpage justement par secteur qui sont regroupés de façon à regarder d'un point de vue des secteurs industriels au sens très large. Quand on inclut l'agriculture et les déchets, eh bien, on se rend compte qu'on a un 44%, donc pas loin de la moitié de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, qui sont dans le large secteur industriel et donc qui sont des leviers d'action quelque part pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Elles ont la possibilité de mettre en place des mesures. Puis on a de l'autre côté le secteur des transports dans lequel il y a aussi de nombreuses PME qui sont actives, qui ont leur modèle d'affaires dans ce domaine-là et qui sont donc des acteurs qui peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis, toutes les entreprises ont besoin à un moment donné de transport, que ce soit pour l'approvisionnement de leurs matières premières ou pour la distribution de leurs produits. Et donc, leur chaîne de valeur, elles peuvent agir également à travers leur chaîne de valeur. Quand on regarde un peu les sources et qu'on remonte donc à l'origine, donc au type de matériaux, de matière qui est à l'origine de nos émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte à travers ce diagramme en forme de spaghetti que le pétrole reste la source numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il est majoritairement utilisé dans les transports, d'où l'emphase qui est mise de réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'électrification. C'est important de garder en tête que le pétrole, c'est la source numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre, suivie derrière par le gaz naturel. Et là, on retrouve que l'hydroélectricité, c'est notre atout, comme le disait Anne-Josée, c'est notre force et c'est un avantage compétitif qui va être d'ailleurs de plus en plus reconnu à l'avenir. Alors, le point de départ pour démarrer sa démarche, c'est très souvent la mise en place d'un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est cet inventaire? Ça permet d'identifier les postes d'émission, d'où viennent les gaz à effet de serre au sein de l'entreprise, par quelles activités ils sont émises, et donc notamment les postes principaux sur lesquels on a un levier d'action. Ça permet également d'identifier les coûts actuels et à venir, puisque ici au Québec, on a un système de tarification du carbone et donc nos émissions de gaz à effet de serre on paye en quelque sorte pour chacune de ces émissions, habituellement de façon indirecte, à travers nos distributeurs qui nous facturent le coût qu'eux-mêmes ont à régler pour la tarification du carbone. Ça permet derrière de définir des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a le bilan, on regarde vers quoi on veut s'en aller, puis on se dit de combien on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de définir des actions à mettre en place pour atteindre ces cibles et également de communiquer aux parties prenantes, de dire qu'on est dans une démarche qu'on a entamée à travers l'inventaire et qu'on met en place une démarche plus globale. Alors, cette approche-là, on veut la lier avec la façon dont l'économie aujourd'hui est encore malgré tout majoritairement, c'est-à-dire une économie linéaire. Et cette transition vise à transformer cette économie linéaire qui va extraire d'un côté les matières premières, les transformer, en faire des produits qui sont utilisés puis qui finissent derrière en déchets, en quelque sorte une économie plus circulaire où on va réduire la pression à l'extraction de matériaux et trouver toutes sortes de façons de minimiser les déchets dans toute la phase de vie des produits, voire à réutiliser les ressources, recycler, augmenter la durée de vie. Donc, il y a vraiment une harmonie entre cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'économie circulaire, comme par exemple à travers les symbioses industrielles dont de nombreuses PME font déjà partie au Québec.
Une autre façon de regarder ça, c'est le coût. Donc, je mentionnais le coût du carbone. Ici, il apparaît à travers donc l'empilement des différents coûts, que ce soit pour l'essence, l'électricité ou le gaz naturel. Et on retrouve pour le gaz naturel et pour l'essence le coût carbone que l'on paye déjà, que vous payez, que nous payons sur chaque mètre cube de gaz naturel ou chaque litre d'essence que l'on achète. Il est relativement faible, mais il va en augmentant à chaque année, plus vite que l'inflation, par un mécanisme du marché du carbone. Donc, c'est un coût à prendre en compte pour l'avenir et une opportunité de réduction de coûts. Un élément clé de l'économie sobre en carbone, on va trouver dans vos coups de cœur, c'est tout ce qui touche l'efficacité énergétique. Vous l'avez d'ailleurs mentionné dans le sondage comme étant parmi les indices que vous voyez émerger là, autour de vous qui démontrent qu'on est vraiment en transition à l'heure actuelle. Quand on fait de l'efficacité énergétique au Québec, mais si on peut réduire une consommation d'énergie fossile, on va réduire directement les gaz à effet de serre, on va réduire ses coûts. C'est excellent. Souvent, on entend dire ben, on ne fera pas d'efficacité énergétique si on est avec l'hydroélectricité. Ce n'est pas nécessaire, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, mais en fait, lorsqu'on fait de l'efficacité énergétique, d'une façon ou d'une autre, on réduit nos coûts. Et si on réduit notre consommation d'hydroélectricité, on se trouve à libérer des blocs d'énergie renouvelable qui pourraient être utilisés ailleurs dans l'économie québécoise pour créer de la valeur dans une direction qui est alignée avec un avenir bas carbone. Donc, l'efficacité énergétique sur tous les plans, c'est vraiment quelque chose à privilégier et le défi énergie en immobilier est un bon exemple. On voit aussi beaucoup de transformations au niveau des achats, des politiques d'achat responsables, au niveau du gouvernement. Les cadres de référence pour un approvisionnement responsable sont de plus en plus présents. Ça permet aux entreprises qui sont alignées avec un avenir bas carbone de se trouver une niche ou d'être favorisées dans les appels d'offres. Donc, ça, c'est un autre indice de l'émergence de l'économie sobre en carbone. Puis finalement, on voit aussi apparaître toutes les technologies autour de la régénération, de la capture du CO2. Ça, c'est vraiment à l'autre bout du spectre où on va essayer de régénérer, donc soit avec des solutions fondées sur la nature, en plantant des arbres, des infrastructures vertes, ou encore par des solutions technologiques de capture carbone et ou même une combinaison des deux pour réduire à la source là, des émissions de gaz à effet de serre et avoir un impact optimal sur la réduction des émissions. Donc, au niveau de comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre, on vous a donné ici un bref survol de toutes sortes d'options possibles pour les réduire, mais on a un atelier interactif de 2 heures qui porte essentiellement là-dessus pour vous permettre de bien comprendre comment réduire vos émissions et ça aura lieu le 3 novembre prochain de 10 heures à midi. Quand on met ensemble tous les éléments qui commencent à poindre là, dans la transition vers une économie sobre en carbone, ce qu'on voit, c'est une recherche d'équilibre et une recherche de prospérité durable. Donc, on passe d'une économie qui valorisait la croissance à tout prix, avec une croissance constante du PIB, qui a généré vraiment énormément de pression sur les ressources planétaires. Et ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment une stabilisation et un équilibre, donc de diminuer les ressources qu'on va prélever dans la nature, diminuer le nombre de gaz à effet de serre qui vont être émis. Ici, si toute la planète vivait comme des Canadiens, ça prendrait à peu près 4,7 planètes par année de ressources pour rencontrer nos besoins. Donc, grosso modo, il faudrait consommer environ 5 fois moins de ressources. Ça veut dire qu'on passe d'un univers où on pouvait se permettre de s'approprier des ressources naturelles, de les exploiter, puis d'être en compétition les uns avec les autres, vers un nouvel équilibre où on doit reconnaître nos interdépendances, qui d'autres utilisent les mêmes ressources et comment on va travailler ensemble pour assurer une prospérité sur le long terme et que ce soit durable. On sait déjà, le Forum économique mondial, depuis de nombreuses années, regarde les plus grands risques à l'économie sur une échelle planétaire. Et les petits triangles verts, là, je sais que c'est écrit petit, mais environ, il y en a 4 des plus grands risques à l'économie mondiale. Il y en a 4 qui sont rattachés directement au climat, au changement climatique. Donc, on sait que l'environnement, c'est un risque immense pour les entreprises partout sur la planète, mais en même temps, on sait que c'est un défi, puis c'est difficile de se mobiliser pour commencer à intégrer l'action climatique dans sa stratégie d'affaires. Donc, on a préparé une question pour vous à ce sujet-là, puis je vais laisser la parole là-dessus à Pascal.
Merci Anne-Josée. Je vous invite donc à mettre dans le chat quels sont les freins d'après vous qui nuisent à l'accélération de la transition de votre entreprise ou d'une entreprise vers un avenir sobre en carbone. On sait qu'il y a des défis, hein, des freins, et on souhaite en fait que vous les partagiez de façon à pouvoir voir quelles solutions pourraient être apportées pour lever ces freins-là. Alors, on attend vos réponses dans la boîte de clavardage. Négligence de l'urgence climatique, nous dit Elisabeth. C'est effectivement important de faire comprendre ce que c'est que cette urgence. Développement de la technologie. Effectivement, il y a des technologies de développement qui sont en cours de développement, puis même qui sont prêtes, mais qui doivent monter en termes de quantité de production. Manque de temps et de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui nous est souvent rapporté, notamment pour des petites organisations, le manque de temps et de main-d'œuvre à l'interne. Les coûts, effectivement, il y a des coûts. Et en même temps, il y a des financements dont on vous partagera tous les détails dans un prochain atelier. Perception de grands investissements. Effectivement, ça pourrait comme effrayer, hein, de penser que ces démarches-là seraient coûteuses. Encore une fois, il y a beaucoup de financements disponibles pour des études, des plans et la mise en place de projets. Je pense au fonds Éco-Leader qui finance maintenant jusqu'à 75% d'études. La compétition intrasectorielle pour la production à plus bas prix. Ok, effectivement, on imagine bien qu'une augmentation éventuelle de coûts peut affecter la compétitivité. Et en même temps, il y a des opportunités de réduction de coûts à travers cette démarche-là. Le manque de connaissances, nous dit Johan, c'est quelque chose qu'on entend de plusieurs entreprises et ça revient à un autre commentaire également. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, on parlait d'urgence, vous parliez d'urgence, et effectivement, l'urgence, comment on la matérialise? Eh bien, si je reviens à ma notion de budget, plus on tarde à faire des efforts et donc plus on brûle vite notre budget, plus la descente sera difficile à mettre en place. Donc, plus on attend, plus l'effort à consentir sera grand et donc plus vite on doit mettre en place les mesures aujourd'hui pour gérer ce budget de façon progressive dans le temps. Quand on regarde les émissions des différents secteurs, et là c'est d'une vue historique, on observe ben oui, qu'on a un défi au niveau du secteur des transports parce qu'on observe une augmentation en quelque sorte des émissions de gaz à effet de serre du domaine des transports, alors que d'autres secteurs, comme le secteur industriel par exemple, ont déjà fait beaucoup d'efforts au niveau de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais cette approche sectorielle, en fait, c'est une approche qui, à nos yeux, est vraiment importante puisque chaque secteur a une propre réalité. Et donc, quand on regarde vers l'avenir, eh bien, il y a des organisations comme le CDP et l'ADEME, l'Agence française pour la transition écologique, qui ont travaillé ensemble à développer des outils et notamment qui s'appuient sur des trajectoires de référence pour pouvoir regarder chacun des secteurs, quelle devrait être sa contribution, son effort à faire à l'avenir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui leur a amené à développer l'outil ACT, Assessing Low Carbon Transition, outil que l'on propose dans le cadre du projet PME sobre en carbone pour outiller les entreprises à voir comment se mettre sur cette trajectoire de transition au sein d'un secteur, en particulier au sein du secteur dans lequel elles sont. Eh bien, cet outil que je vous présente très rapidement, puisqu'on va avoir un atelier dédié à cela, c'est un outil qui permet de regarder l'ensemble des activités de l'entreprise. Ça part d'un inventaire de gaz à effet de serre, mais ça regarde ensuite que l'entreprise prévoit-elle de faire, comment elle prévoit d'y arriver, est-ce qu'elle a déjà un plan, quelles sont les mesures qu'elle a déjà mis en place, qu'est-ce qu'elle a atteint par le passé, puis la cohérence de l'ensemble. Ça regarde de nombreux aspects, comme également l'implication de la direction, le positionnement public, la chaîne de valeur, les fournisseurs, les clients. Bref, c'est une approche très globale et c'est un outil opérationnel pour que l'entreprise puisse identifier sur lequel de ces leviers elle devrait avoir à travailler. Si vous avez le goût d'en savoir plus sur la méthodologie, sur comment piloter votre transition, on aura un atelier spécifiquement là-dessus le 10 novembre prochain de 10h à midi.
Maintenant, Pascal l'a souligné tout à l'heure, on voit ce qui est en train de se passer au niveau du secteur de la finance. Donc, ça aussi, c'est vraiment dans tout ce qui parle de l'économie sobre en carbone, un enjeu très important. On a mis ici la photo de Mark Carney. Les investisseurs, les banquiers et les assureurs, si on peut aller à l'autre diapo, Pascal, sont tous en train de prendre des engagements vis-à-vis de l'investissement responsable, des principes bancaires responsables et des principes d'assurance responsable. Donc, ils commencent à intégrer les enjeux climatiques dans leurs décisions. Un exemple ici, on voit là, 103,4 trillions de dollars américains d'investissements qui sont consacrés à des enjeux ESG. Ça, c'est trillions, c'est un peu anglophone, mais c'est des 1000 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est en train d'être réorienté vers les entreprises qui seront vertes et résilientes. Chez nous, au Québec, Desjardins est un bon exemple. Desjardins a des objectifs de zéro émission nette d'ici 2040. On voit aussi le programme Compétitivert d'investissement Québec avec des investissements significatifs pour encourager les entreprises d'ici à développer un avantage compétitif en adoptant des pratiques éco-responsables, mais aussi en alignant leurs opérations sur des trajectoires de transition bas carbone. On a également le Fonds écolidaire qui peut donner un bon coup de pouce. Très récemment, le Fonds écolidaire a bonifié son offre pour financer jusqu'à 75 des projets au niveau du diagnostic, au niveau du plan d'action, pour vous faire accompagner, pour vous aider à faire des pas de plus vers la transition bas carbone. Donc, nous aurons un atelier spécifiquement sur la finance durable au niveau de l'action climatique le 20 octobre prochain. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez vous joindre à nous à cette occasion-là. Donc, pour résumer la rencontre, les sujets de la rencontre d'aujourd'hui, j'ai passé la voix à Pascal et ensuite, on va ouvrir le plancher pour vos questions. Merci Anne-Josée. Donc, les points essentiels à retenir, les PME, c'est vraiment un vecteur d'accélération de la transition. Les entreprises, les petites et moyennes entreprises ont tout intérêt à s'engager dans cette démarche-là. Le Québec a des atouts importants. Dans le cadre d'une économie sobre en carbone, on a parlé de l'électricité bas carbone qui est clairement un atout au niveau international. Les changements climatiques, en quelque sorte, c'est un défi. On a bien vu, les conséquences sont déjà là. En même temps, c'est une occasion d'affaires, c'est une occasion de repenser le positionnement d'une entreprise dans sa chaîne de valeur, son implication et répondre aux défis, par exemple, comme la rétention des employés ou l'attractivité des employés. Alors, le message, saisissez cette occasion pour accélérer votre transition. Pendant que je vous invite à poser les questions dans le chat, que ce soit sur l'un ou l'autre des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, le contexte des changements climatiques, pourquoi réduire ses émissions, la finance durable, comment réduire ses émissions, comment piloter sa transition, tous des sujets qui nous passionnent, particulièrement quand vient le temps d'aider les PME québécoises, que ce soit les plus petites entreprises ou les plus grandes, jusqu'à près de 1000 employés. La transition présente des défis. Et on sait qu'on a besoin de s'outiller comme entreprise sur une base individuelle pour la transition, mais en même temps, il y a quelque chose de collectif dans la transition. On doit créer un climat propice à la transition pour l'ensemble des entreprises du Québec pour laisser personne derrière. Donc, je vous invite à aller voir la communauté Pivot, où vous pourrez voir d'autres entreprises québécoises et de partout au Canada qui se positionnent pour la transition. On a quelques questions dans le chat, Pascal. Est-ce que cette présentation sera disponible en ligne pour une écoute ultérieure? Question de Ariane. Oui, effectivement, nous avons notre site web pmesobrencarbone.ca sur lequel cette présentation va se retrouver. Donc, vous pourrez aller voir là. Est-ce qu'il serait possible de trouver l'enregistrement des autres séances si nous ne pouvons pas y être, Antoine? Mais en fait, les séances de PME sobre en carbone qui s'en viennent, ce sont des séances de 2 heures, des ateliers interactifs avec des échanges en petits groupes. Donc, malheureusement, les enregistrements ne sont pas très efficaces dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont conçus pour y participer.
De notre côté, si les dates proposées ne fonctionnent pas, veuillez nous en faire part parce qu'on accumule des petites listes des personnes qui pourraient être intéressées et on pourrait réorganiser des sessions à d'autres moments en regroupant des gens ensemble pour vous permettre de vraiment passer à travers le matériel et vous vous retrouvez aussi avec un document à la fin de chacun des ateliers avec vos notes de cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus interactif que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on prenne le temps de bien remercier? Donc, en attendant de voir si d'autres questions émergent, j'en profite pour remercier à nouveau nos partenaires qui nous permettent d'offrir ce webinaire ainsi que tous les ateliers gratuitement. Donc, le Mouvement des Jardins, nos ateliers, notre travail de PME sur banc carbone est financé en partie par le gouvernement du Canada, ainsi que nos collaborateurs, la BDC, Investissement Québec, Finance Montréal, Groupé Mauricie-Rive-Sud, PME Montréal-Est de l'île, l'équipe de pivot de l'Université McGill, le CDP et l'ADEME, ainsi que nos partenaires de diffusion, Écotech Québec, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, Accélérer 2030 pour le Québec, Foire Écosphère, Comité 21. Et nous avons aussi l'appui de tous les regroupements des écoles de gestion universitaire, les regroupements d'étudiants pour le développement durable. Nous appuyons leurs efforts à ce que le développement durable soit intégré dans le curriculum de tous les nouveaux diplômés. Et nous encourageons toutes les PME à favoriser des nouvelles embauches de personnes qui ont ce profil de développement durable. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons rester peut-être une autre petite minute de plus pour répondre à vos questions, mais autrement, ceci mettrait fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à Élise pour le soutien technique. Merci Pascal, c'est un plaisir de faire ça en ta compagnie. Plaisir partagé, Anne-Josée. Si vous avez même des questions qui vous viendraient par la suite, vous pouvez nous contacter pour le projet PME sur banc carbone, pme@ccgclimat.com. On a Joanne Lamy qui a levé la main. Oui, Joanne? Est-ce que, Élise, tu es capable que Joanne, on entende son son ou elle doit écrire dans le chat? C'est beau, elle devrait être correcte. Joanne, vous êtes sur muet. Oui, je m'excuse, je me suis accrochée. Je voulais simplement vous dire merci pour la conférence. C'était super intéressant. Bien, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Puis n'hésitez pas si on peut vous aider avec quoi que ce soit. On veut vraiment aider les PME avec la transition, puis on est là pour ça. Merci, Joanne. Très bien, comme je ne vois pas d'autres questions, je propose qu'on mette